Moha Harman, bonjour. Ravi de t'accueillir au studio d'Ivox pour échanger au sujet de Cyril, l'antre de l'ogresse. Tu es auteur, architecte de formation et tu as fait des études de philosophie. Tu es par ailleurs et d'abord un fervent auditeur, un réceptacle des contes de tes grands-parents, plus particulièrement de Omni Aziza, Lolo, à laquelle tu dédies tendrement ce conte-roman. Tout commence par un rêve, déclare l'une des protagonistes de Cyril. Comment le monde insufflé par Omni Aziza t'a fait rêver et a fait jaillir en toi le désir d'écrire. Bonjour Amel, je suis ravi d'être au studio de l'Ivox. Euh, en fait, pour ce roman en particulier, euh, j'ai voulu puiser dans un univers qui m'a nourri. Et donc c'est l'univers des contes de ma grand-mère Mirziza. J'ai fini par me dire, je ne sais pas si cette question a un intérêt, mais fini par me dire que finalement, ce qui m'a toujours poussé à raconter des histoires, c'est parce que quand j'ai commencé à écouter les histoires de ma grand-mère, j'ai tout de suite été fasciné. Je me rappelle avoir éprouvé un mélange de fascination, d'effroi, qui a nourri mes rêves et mes cauchemars. Et cet univers m'a marqué. Donc ce sont ces sensations que j'ai éprouvées à l'écoute de ces contes qui m'ont transporté. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le jardin qui, a, qui accompagne cette villa qui est assez particulière. Parce que à chaque fois parce que quand je sortais dans le jardin, après avoir écouté les contes au crépuscule, à la tombée de la nuit, je me le peuplais de toutes ces créatures euh, que ma grand-mère, qui ont nourri mon imagination. Donc je voyais partout des ogres, des hobbits dans les recoins du jardin, dans la cave, dans la fontaine. Donc c'est quelque chose qui m'a euh, transporté. À la fois l'écoute de ces contes, ce fameux jardin. D'ailleurs, il se trouve que tous les cauchemars et les rêves que je faisais à cette époque se déroulaient dans ce jardin, avec des monstres aussi. Donc, je me suis dit, voilà, je voudrais pour ce roman en particulier partir de ces contes, de cette tradition orale et en faire quelque chose. Et t'en as pas voulu à ta grand-mère de t'avoir fait peur avec ces histoires? En fait, oui, c'est ça qui est assez étrange, c'est que quand j'écoute ces histoires, et après aussi quand j'ai regardé visionné mes premiers films d'horreur, j'étais complètement effrayé. Je passais des nuits blanches, mais après j'en redemandais. Donc il y a un mélange de terreur et de plaisir. Une sorte, je sais pas, une sorte de masochisme, je ne sais pas du tout. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'écris des récits effrayants, j'aime bien me faire peur à moi-même. Donc c'est assez étrange. La peur ne me dé- finalement, la peur me dérange au départ, mais après, elle me fascine. Et Elle t'inspire. elle m'inspire, exactement. C'est ça. À la lecture de Cyril, on est invité à circuler dans un univers foisonnant qui suggère un important travail de recherche effectué en amont. En plus du legs oral transmis par Omir Aziza, quelles sont les lectures et ouvrages qui t'ont inspiré dans la jeunesse de Cyril? Je pourrais en retenir au moins deux qui m'ont aidé à construire l'univers de Siqal. D'abord, un, un ouvrage sur lequel je suis tombé par hasard, intitulé 10 contes maghrébins de Abdouheb Bouhdiba. Et ce, donc dès que je suis tombé sur ce livre, j'ai trouvé mon compte parce que j'ai trouvé ces mêmes contes que j'avais écoutés étant enfant dans les deux langues. Donc à la fois en derja et en dialectal et en français. Version dialectale et en version française. Euh, en exergue, en prologue et en épilogue, euh, donc ces textes, ces contes sont accompagnés d'une psychanalyse.
Donc je pense que Abdelwahab Ouardib a fait un petit peu comme euh, l'ouvrage Psychanalyse des contes de fées. Donc, Mm. et j'ai trouvé que sa lecture était très intéressante parce il faisait un retour à Freud, donc il interprétait par exemple dans le Sabrasbe et Figasbe, l'ogre ou l'ogresse comme étant le ça, c'est-à-dire la manifestation des pulsions et des désirs, le chien et le père comme le surmoi, ce qui est d'autant plus fascinant parce que c'est vrai que quand le père part en pèlerinage, le chien reste, Mm. et même quand on le découpe en morceaux pour que l'ogresse arrive à piéger les filles et les convaincre de découper le chien en morceaux, sa voix continue à s'élever du puits pour dissuader l'ogre ou l'ogresse. Donc cette psychanalyse, je l'ai trouvée intéressante et je me suis dit que pour écrire ce roman, il fallait peut-être mélanger plusieurs genres, plusieurs dimensions, psychanalyse, aventure, ésotérisme, etc. Et, et, euh, et je me suis dit, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai pensé à cette histoire du désir. Je me suis dit, ah, finalement, l'ogre ou l'ogresse que l'on prend toujours pour le méchant, il incarne la figure du ça. Or, le ça, c'est une figure quand même qui incarne quelque part la résistance à un certain ordre moral. Donc finalement, cet ogre dont on fait enfin, le méchant, finalement, c'est une figure très intéressante parce qu'il incarne Complexe. l'irruption du désir, Mm. etc., etc. De l'autre côté, il y a un autre ouvrage, je pense qu'il est intéressant en tous les cas de le mentionner, Structure du sacré, je crois, d'un certain Youssef Sheldod, qui fait un lien dans la mythologie entre les ogres et les djinns. Donc c'est D'accord. quelque chose que je trouvais très intéressant euh, parce que en fait, donc dans la mythologie arabe, après, ils ont essayé en fait, de faire une classification des djinns. Mm. Ils ont fini par classer l'ogre comme une sorte de djinn terrestre, habitant, c'est pas, les déserts, et une sorte de métamorphe, mais djinn quand même. Mm. Et, et comme les djinns enfin, les djinns sont une figure aussi très présente dans le Coran, je me suis dit que tout ça permettrait d'élargir, bah, bref, une figure folklorique vers une figure beaucoup plus liée à la mythologie, etc. Donc je me suis nourri de toutes ces références euh, et beaucoup de fascination aussi pour les ouvrages de sorcellerie, d'astrologie. Tous ces ouvrages ont nourri en tous les cas la conception du roman. Et ça a donné lieu à des personnages complexes. Il n'y a pas de manichéisme dans ton écriture. Alors, je ne sais pas du tout si j'ai pu éviter le manichéisme, parce qu'il y a toujours cette lutte finalement entre le bien et le mal. Donc ça me fait cette histoire du manichéisme en tous les cas. D'abord, on peut l'éviter, on peut la compenser à travers la polyphonie. Donc, quand on écrit un roman polyphonique avec plusieurs personnages, et c'est en tous les cas une occasion pour éviter l'écueil du manichéisme, je pense. Euh, et quand on se met dans la peau d'un monstre, euh, il faut aller jusqu'au bout. Donc on ne peut pas juger. Si on juge un personnage, on le manque. C'est ce que je me suis dit. Donc l'ogresse, si elle est perverse, si elle essaye de pervertir les hommes, si elle a des pulsions monstrueuses, peu importe, il faut les déployer jusqu'au bout. Donc je pense que je me suis dit, voilà, je ne dois pas me limiter à un certain ordre moral. Et même pour les figures, enfin pour les personnages humains, je pense que voilà, les êtres humains sont complexes, ils sont à la fois bourrés de défauts, ils ont des qualités, ils ont des contradictions, et ils sont d'autant plus intéressants lorsqu'ils sont présentés de cette manière. Le manichéisme perdure quand même, puisqu'il y a en fin de compte une sorte de lutte entre le bien, puisque là, une fille qui disparaît, on part à sa quête, et que le Grèce incarne quand même le mal. Mais c'est ça, en fait, c'est le traitement des personnages peut-être qui permet de contrebalancer
ce manichéisme. Et finalement, la figure de l'ogresse, elle pourrait être la figure la plus intéressante, la figure la plus centrale. Or, l'ogresse incarne le mal, la méchanceté, mais aussi La la liberté aussi, transgression, c'est ouais. ça, la liberté, c'est ça, c'est très complexe. Venons-en à la transgression, justement. Il y a une tradition forte dans des contes en Tunisie, au Maghreb et en Afrique. Tu puises dans ces racines et les ramifications de ta réécriture sont faites de renouvellement et de transgression. Quels horizons, selon toi, ouvrent la voie de la transgression? Euh, donc, Amal, la première chose à laquelle je pense euh, quand tu me parles de transgression dans ce roman, c'est euh, un constat que j'ai fait, peut-être après plusieurs lectures, et peut-être qu'il s'agit d'une interprétation, que les contes sont en eux-mêmes déjà une forme de transgression. Mais même s'ils nous donnent l'impression qu'ils sont plutôt qu'ils essaient de préserver un ordre moral. On a toujours cette impression, j'ai toujours eu cette impression, je me suis dit, ah d'accord, donc l'ogre débarque, le père est absent, et donc le père revient, ensuite on met l'ogre dans le zerdeb, le piège fait de feu, et on se débarrasse de l'ogre. Mais quand on relit, une deuxième lecture nous montre que finalement il y a plusieurs indices qui montrent que ceux ou celles qui racontent en tous les cas ces histoires, on peut se dire que elles résistent à un certain ordre ou à un système ou à des lois, avec beaucoup d'humour aussi et beaucoup d'ironie. Donc finalement, la transgression est à découvrir et à déceler dans les replis des récits et des contes. Je pense que c'est valable aussi pour les contes, euh, c'est valable autant pour les contes maghrébins que pour les contes occidentaux. Voilà. Par ailleurs, euh, pour moi, en tous les cas, à un moment donné, j'ai eu l'intuition que la transgression dans l'art était plus intéressante, en tous les cas un élément intéressant. Parce que je me suis toujours dit que pour écrire, et j'ai toujours préféré, enfin en tous les cas, faire passer des affects qui dérangent, plutôt que des affects qui nous caressent dans le sens du poil, qui nous font plaisir. Après, il y a toujours des a priori qui perdurent, mais transgresser, déranger, pour moi, c'est toujours plus intéressant et plus sensationnel et plus prenant que d'écrire quelque chose de tiède. Donc la littérature, l'art d'une manière générale, ont son cœur de manière plus profonde à faire avec la transgression. Pour moi, c'est une évidence. Merci Moha. Et je parlais de contes occidentaux justement. Est-ce que il y aurait des dialogues, voilà, des similitudes ou des intertextualités entre les textes maghrébins ou les contes arabes ou maghrébins et justement les contes occidentaux? C'est un point qui est vraiment fascinant. J'en discutais aussi dernièrement avec l'éditrice française d'Orient Édition, parce qu'elle travaille beaucoup sur cet aspect, c'est-à-dire pourquoi il y a des croisements possibles entre des contes maghrébins, des contes occidentaux, euh, et comment on peut expliquer ces croisements. D'abord, pour ma part, à partir de mon expérience et de l'expérience de l'écriture de ce roman, c'est venu au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais, que je réécrivais ces contes, parce que le projet initial c'était de réécrire, de les transformer, j'ai vu que, par exemple, et c'est venu même spontanément, j'étais en train de réécrire Omilhad, donc l'histoire d'une mère qui à chaque fois euh, donne une de ses filles en mariage à un ogre, et sa première fille disparaît jusqu'à la dernière fille qui finit par être plus futée et qui va tuer l'ogre mais qui va porter son enfant. Ah, tiens, ça me fait penser à Barbe Bleue. Mais je ne m'en suis pas rendu compte au début. Aïcha Bint el m'a tout de suite fait penser à La Belle la Bête. C'est vraiment une version de La Belle la Bête.
Et même en écrivant, réécrivant cette Vierge dans une hutte, il y a cette histoire, je ne sais pas, qui est venue comme ça, d'enfants qui flottent, qui sont capturés par l'ogresse, qui est peut-être aussi inspiré un petit peu de ça, de Stephen King. Mais je me suis dit, ah tiens, finalement, ça rejoint un petit peu Peter Pan, je ne sais pas. Donc, finalement, c'est notre imaginaire ce sont les imaginaires qui s'entrecroisent. Je crois on en a parlé, je crois qu'il y a deux hypothèses, soit que les contes ont voyagé, soit que c'est l'imaginaire lui-même qui se différencie, mais qui porte en lui fondement commun. Une constante. Une constante, une sorte de constante dans l'imaginaire, dans la créativité, dans l'imaginaire. Avec des éléments culturels. Avec des éléments culturels distincts, mais en tous les cas, je trouve que c'est une piste très, très riche à exploiter, c'est-à-dire comment croiser les contes occidentaux, les contes maghrébins, et les réécrire et les mélanger. Donc c'est une source, je pense, c'est une piste, c'est un projet en tous les cas que je pense développer par la suite. C'est un projet que tu penses développer comme un architecte? Parce qu'en fait, ta formation d'architecte s'exprime vraiment, enfin on voit beaucoup dans ton écriture, le récit s'articulant autour d'une structure particulière. Par ailleurs, on est face à un texte hybride, où il y a effacement des frontières entre les genres littéraires. Peux-tu nous parler de la conception de Siral et de sa construction, et jusqu'à quel point un conte peut s'élargir pour faire l'objet d'un roman? Oui, pour cette histoire d'architecte, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je me rends compte toujours que je fais attention à la structure et je suis toujours obsédé par la structure ternaire. Donc, il faut trois parties. Toujours, les romans s'articulent en trois parties. Pour quelle raison? Est-ce que parce qu'en architecture, il y a, je ne sais pas, trois parties dans un édifice? Ou est-ce que parce qu'on nous apprend on a l'impression que divisé en trois, c'est une sorte de structure parfaite. J'ai l'impression que le roman se tient mieux lorsque le divise en trois parties. Et en même temps, après, je m'en rends compte que c'est un peu arbitraire et j'essaie de casser cette structure. Mais cette obsession de la structure et du nombre est restée un peu, c'est vrai. Et même pour les parties, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient équilibrées, mais finalement, c'est-à-dire deux parties, peut-être première et dernière partie, plus longues que la moyenne, que la deuxième, celle qui est au milieu, qui peut être moins longue, mais qui fait un petit peu comme une sorte qui joue le rôle d'un centre ou qui fait un peu office de symétrie. Mais ce sont peut-être des principes qui nous aident à organiser notre travail, peut-être sans plus. Et après, il y a aussi cette histoire de contes qui viennent s'insérer dans le récit principal. Et même l'articulation l'insertion de ces contes aussi, elle est un petit peu réfléchie. Donc j'essaie de la placer un peu au milieu. Un petit peu au milieu de la première partie et un autre au milieu de la troisième partie. J'avais l'impression, c'est vrai qu'à un moment donné, d'avoir face à moi une façade comme ça, une façade d'architecture avec une certaine composition. Et, et pour évidemment, et pour cette histoire du conte qui s'élargit pour faire l'objet d'un roman, oui, c'était ça le défi pour ce roman en particulier. Donc comment partir d'un conte et comment le transformer en roman. Bon, première des choses à faire, c'est, je me suis dit, développer les personnages. Puisque les personnages ont une fonction purement symbolique, 7, le chiffre 7. Et puisqu'ils n'ont pas de nom, souvent, ils n'ont pas de nom, c'est 7 sœurs. Donc, donner un caractère à chaque personnage, donner un nom un prénom à chaque personnage, les nommer, Une incarnation. Voilà, aussi les pouvoirs d'une mémoire, de faire habiter en eux des contradictions, leur donner des buts d'une quête, etc. Ça d'une part, et d'autre part aussi, élargir l'univers folklorique du conte vers une mythologie, une cosmogonie par exemple, donc lier cette histoire d'ogre ou d'ogresse à une certaine vision de l'univers, à des constellations, au paradis, à l'enfer. Donc en fait, finalement, il y a des indices qui vont s'élargir petit à petit et se ramifier jusqu'à ce que un petit conte devienne
une quête, une aventure. Les lieux sont plus personnalisés, les récits, la géographie aussi va être développée. Euh, et les relations entre les personnages vont être plus travaillées. Donc tout ça va faire qu'un conte va finir par devenir un récit beaucoup plus long, avec des énigmes à résoudre, une quête, une disparition, etc., etc. Tu parlais justement d'ésotérisme. Pour appuyer cette dimension ésotérique et mythologique, tu recours à un autre matériau issu de l'héritage arabo-musulman, en plus des contes, à savoir le texte coranique. Peux-tu nous en dire plus sur cette démarche? Euh, Ça aussi, c'est pas un rêve d'enfant ou un rêve d'ado, parce que enfin, euh, et je me suis dit, bon, dans ce roman, je vais introduire une dimension ésotérique pour qu'il y ait du mystère, pour qu'il y ait une énigme à résoudre. Et j'ai, à un moment donné, j'ai été fasciné par le soufisme et la philosophie iranienne, qui porte une grande dimension ésotérique. Euh, et comme je regardais les films, toujours été fasciné par les films ésotériques et les films d'horreur. Toujours en exergue, il y a toujours il y a des citations de la Bible. Même dans les films policiers, quand il y a un meurtre à résoudre, quand il y a une énigme à résoudre, il faut déchiffrer un passage de la Bible. Et je me suis dit, euh, pourquoi, bon certainement maintenant c'est en train de se faire, pourquoi on n'oserait pas faire la même chose avec le Coran? Parce que peut-être on considère que le roman est un livre sacré, intouchable. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose de profane? Pourquoi, par exemple, on ferait pas un film avec le retour du Mahdi Montazar, un film d'horreur, par exemple, comme pour le retour de l'Antéchrist. Et donc voilà, je me suis dit finalement, je vais construire mon ésotérisme à partir de passages coraniques. Parce que c'est un élément aussi dans les livres ou dans les romans où il y a une histoire d'exorcisme, de possession, c'est effrayant. Mm. Donc, parce que le Coran aussi porte aussi il y a une charge aussi de terreur aussi dans ce livre. Parce que euh, nous ouvre la voie vers un monde, vers un autre monde, vers la possibilité de communiquer avec, comme on dit, Neslochra, avec d'autres créatures. Donc, introduire comme ça des versets coraniques et avec une dimension ésotérique, ça ajoute à l'atmosphère, à l'étrange, à l'effroi. Et rejoint cette histoire aussi peut-être de transgression, c'est-à-dire comment faire en sorte, comment faire du Coran un matériau créatif, plutôt avec des fables, de la mythologie, des récits, de l'ésotérisme. Contexte, voilà, purement un traitement littéraire, un traitement mythologique, un traitement artistique, euh, en, en jouant avec cette dimension, plutôt que de se limiter à la dimension sacrée du livre.